Donc, chirurgie à ciel ouvert versus chirurgie mini-invasive. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc là, je ne reviens pas, mais rapidement, d'accord avec Mélanie sur le fait qu'une maladie pilonidale n'a pas lieu d'être opérée. On va opérer des maladies avec des abcès récidivants ou une suppuration chronique. Je cite le même papier. Après un premier épisode d'abcès, on sait que le risque de récidive n'est que de 15 à 40%. Donc pour moi, ça ne nécessite pas une chirurgie systématique après un premier épisode d'abcès. C'est un dissensus. Le dissensus, selon le Robert, c'est un désaccord profond entre les membres d'un groupe. Alors Mélanie avait l'air très en désaccord avec moi, mais je ne suis pas tant en désaccord avec elle, vous allez le voir. Mais on va essayer de nuancer un peu le propos. Les techniques mini-invasives ont des avantages certains, et vous l'avez vu, mais ne sont pas adaptées à toutes les maladies pilonidales. Il y a certains petits kystes sans orifice externe qui ne vont pas forcément être très adaptés, à mon sens, au laser. Et à l'inverse, des grosses maladies suppuratives très étendues, on voit tout de suite que le laser, ça va être un échec. Parce que pour vous dire, j'ai quand même, à force d'en entendre parler, revu un peu ma copie et suis allée à Saint-Jean pour me former sur le laser, donc je m'y suis mise depuis 1 an et demi, donc je sais à peu près quand même. La chirurgie à ciel ouvert, elle, à l'inverse, peut traiter toutes sortes de kystes pilonidaux. Donc il s'agit d'établir un contrat avec le patient, de savoir ce qu'il attend vraiment de cette chirurgie, et puis on va discuter avec lui, en fonction de sa maladie pilonidale, de ses attentes et de ce que nous, on sait faire. Alors il y a ciel ouvert et ciel ouvert. Il y a des grosses chirurgies très mutilantes, on peut aussi faire une chirurgie à ciel ouvert un petit peu moins importante, et puis on peut ouvrir et refermer immédiatement. Donc je passerai assez vite sur ces techniques avec suture et lambeaux, que personnellement je ne maîtrise pas, mais qui dans la littérature sont loin d'être abandonnées. En dehors de la suture médiane, là je crois que toutes les méta-analyses, toutes les études s'accordent pour dire qu'il ne faut pas faire de suture médiane parce que c'est source de douleur, c'est source de cicatrices qui lâchent, d'infections, etc. Mais pour les lambeaux de Karidakis et Lindbergh, certes je suis d'accord avec toi Mélanie, ça fait des cicatrices absolument immondes et j'en voudrais pas moi-même, mais bon, ça cicatrise plus vite, il y a quand même une morbidité au niveau de lâchage-infection, mais la récidive est rare et ça offre quand même une cicatrisation rapide avec donc peu de récidive. L'exérèse complète monobloc, donc c'est ça que tu bannis et que tu critiques, et c'est comme ça qu'on a, enfin en tout cas moi j'ai appris à opérer les kystes pilonidaux à l'époque. Une chirurgie d'exérèse complète où on enlève l'ensemble de la maladie pilonidale et notamment le fond du kyste jusqu'à l'aponévrose présacrée. Mais finalement, c'est une technique qui fonctionne, et là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il n'y a pas de suite horrible, les patients ne hurlent pas pendant les soins et ils ne sont pas alités comme ça pendant 2 mois. Quoi qu'il en soit, je ne fais plus ça moi non plus. On peut peut-être adapter un peu cette technique. Et donc, personnellement, moi je préfère ce qu'on va appeler le déroofing dans la littérature, qui correspond à une mise à plat de la cavité pilonidale avec un parage des berges. On a dans la littérature pour cette technique 97% de cicatrisation sans récidive à 2 ans. On sait que si on curette le fond de la cavité, mais ça va de soi, quand vous avez ouvert, vous avez quand même spontanément envie d'enlever les fongosités et les poils qu'il y a au fond. Donc c'est mieux de cureter le fond. Et puis, donc, comme je vous le disais, c'est pas adapté non plus aux tout petits kystes qui ne sont pas cavitaires. Mais enfin, dans l'ensemble, on a souvent une fossette, un orifice externe. Vous mettez votre stylet entre les deux, mise à plat, et vous voyez au milieu là que ça fait une plaie vraiment bien moins moche que ce que je vous montrais juste avant. Ça raccourcit le délai de cicatrisation, et notamment si on marsupialise les berges. Moi, je fais pas ça parce que je trouve bon. Tu parlais du temps d'opération. On peut aller vite. Alors, ce film, j'avoue, est accéléré x2, mais on peut opérer très vite. En moins de 5 minutes, tu fais une chirurgie à ciel ouvert, presque le même temps que le temps de t'installer ta pédale de laser et de délivrer ton courant, de mettre ton masque là pour ne pas brûler les yeux, tout ça, tout ça. Bon, ça dure qu'1 minute. C'est d'une simplicité. Donc moi maintenant, plus jamais j'enlève le fond de la cavité, plus jamais je fais d'exérèse jusqu'à l'aponévrose.
Il faut bien prendre soin d'ouvrir quand même jusqu'en haut et jusqu'en bas pour ne pas oublier des fossettes. Vous ouvrez de la plus basse fossette à la plus haute. On part les berges, ce n'est pas forcément toujours nécessaire. Là, en l'occurrence, j'ai pas eu besoin. On fait une hémostase. Et les soins vont être quotidiens avec mise en place d'une mèche, d'un pansement hydrocellulaire par une infirmière, une fois par jour. Le délai de cicatrisation n'est pas tellement moindre en fait qu'après une grosse exérèse, mais les patients ont des suites extrêmement simples. J'opère mes patients en ambulatoire, tous, 100% de mes pilots. C'est souvent des lycéens ou des étudiants, ils retournent immédiatement sur les bancs de la fac, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'immobilisation. Le sport, je leur dis, vous reprenez, alors les rugbyman, les hockeyeurs, j'attends un peu, mais ceux qui ont envie de faire je sais pas moi, de la muscu, même du vélo, au fait du vélo, hein, c'est très postérieur comme plaie. Et finalement, quand on les interroge, ce qui les a le plus embêtés, c'est pas les douleurs pendant les soins, c'est le fait d'avoir rendez-vous avec l'infirmière une fois par jour à heure fixe. Chez des gens jeunes qui ont envie de vivre leur vie sans contrainte. À Bagatelle, on les suit tous les 15 jours. Moi, je trouve ça assez important parce que ça permet d'adapter le protocole de soins quand vous avez à 15 jours une plaie qui hyper bourgeonne ou quelqu'un qui ne se lave pas forcément, qui écarte pas bien ses fesses, etc. On reprend avec lui le protocole et on rattrape, à mon avis, des cas qui pourraient sans cela évoluer vers un défaut de cicatrisation avec, comme tu le montrais, une plaie pas cicatrisée à 2 ans. Donc pourquoi personnellement je privilégie souvent une chirurgie à ciel ouvert? Parce que je considère que le patient vient pour être débarrassé. Hein, s'il fait un premier abcès, je lui dis ok, vous revenez pas. Quand il a fait 2, 3 abcès et qu'il s'est flingué un examen et des vacances, il a envie de plus en entendre parler. Et tu nous as montré des chiffres magnifiques. 94% de réussite pour le SILAC, mais publié dans la revue Laser. J'ai du mal à penser que la revue Laser accepte des études où on montre des taux catastrophiques de réussite. Mais bon. Donc, je me suis mise au laser depuis 1 an et demi. Je n'ai opéré que 16 patients maintenant. Sur les 16, il y en a quand même 5 qui ne vont pas bien et que je vais opérer différemment. Donc, soit je suis vraiment pas douée, je vais continuer, c'est pas publié, etc. Mais j'avoue que je m'y suis mise et de moins en moins, je leur propose le laser en première intention parce que ça saoule d'avoir un jeune, de l'opérer, de le faire venir voir l'anesthésiste et puis à 1 mois de lui dire bon, on va quand même passer au bloc et puis je vais vous faire la plaie ouverte parce qu'en fait, force est de constater que ça ne marche pas. Donc personnellement, je privilégie le traitement, enfin la chirurgie à ciel ouvert, mais modifiée, pas la grosse exérèse monobloc, une mise à plat minimaliste avec des suites plutôt simple malgré tout. Et je pense que peut-être on pourrait tous réfléchir à abandonner la chirurgie, la grosse chirurgie délabrante jusqu'à l'aponévrose. Tu veux venir avec moi pour dire qu'on est d'accord quand même et qu'on s'aime bien? On s'aime bien. Enfin, on l'a un peu dit, hein, l'idée c'est de savoir ce qu'attend le patient en venant vous voir. C'est sûr que s'il ne peut pas se permettre et qu'il est paniqué à l'idée d'avoir une plaie ouverte, pourquoi pas tenter le laser, hein, voilà. De savoir à quel type de maladie pilodinale on a affaire, recourir à une technique qu'on maîtrise. Donc venez apprendre le laser, c'est ça que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire, faisons. Et si on opte pour une chirurgie qui n'est pas mini-invasive, voilà, essayez de limiter au maximum la résection. On est d'accord. On est d'accord. Merci beaucoup. On est ouvert à la discussion. Il y a M. Deparade qui s'agite sur sa chaise, donc on va lui donner le micro. M. Deparade. Non, je voulais faire un commentaire. Parce que je voulais témoigner de ce qui s'est passé dans le service. Parce que nous, on a quasiment zappé l'exérèse pour passer au laser. Et ça ne s'est pas fait ni sous la pression de l'industriel, ni parce qu'on avait décidé de changer de pratique. Ça s'est passé sous la pression des patients. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que les patients... moi, je pensais, comme tu dis, Charlotte, que le patient, il veut la technique la plus efficace. En tout cas, à Saint-Joseph, ce n'est pas le cas. Le patient, il veut la technique la moins contraignante. Et ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre. Et si on lui dit il y a 25 ou 30% d'échecs, mais si les suites sont simples, il est partant pour quand même le faire. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on déclique un peu dans notre façon de penser.
Et j'insiste d'autant plus que dans le cas particulier, bien sûr qu'il y a des échecs. Mais les suites opératoires sont tellement simples que l'échec n'est pas mal vécu. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Parce que la sinusotomie, c'est une consultation tous les 15 jours, c'est quand même des soins locaux quotidiens par une infirmière. Et quand il y a une récidive, le patient il prend un coup sur la tête. Et je dis ça parce que ça, c'est quelque chose que j'ai compris dans la façon de penser des patients. Et ça s'applique à toute la chirurgie mini-invasive. Voilà. Et c'est un changement de paradigme dans notre philosophie, dans notre approche des patients. C'est que c'est le patient qui décide et c'est pas nous. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. J'ai le même sentiment que toi sur le fait qu'ils vivent très bien les récidives et j'ai des gens qui viennent spécifiquement en disant j'ai vu que vous faisiez du laser et je veux ça et je leur fais du laser. Mais il ne faut pas diaboliser la chirurgie à ciel ouvert parce que les gens souvent disent j'ai entendu parler de mon cousin, il est resté couché pendant 2 mois, ça a été horrible. Il faut quand même leur expliquer qu'on peut faire ça aussi simplement. Voilà. Mais les récidives, par exemple, pour dire, souvent on nous dit est-ce qu'on peut refaire? Ça ne se pose même pas. C'est-à-dire que le patient il veut qu'on refasse le laser. Alors que ça n'a pas marché. Mais c'était tellement simple, il peut refaire la technique. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors que nous, on va se dire, on va plutôt faire une XRS. C'est le patient qui décide, en fait. Bonjour. Est-ce que la technique de laser est adaptée quand il y a plusieurs orifices fistuleux ou est-ce qu'il faut plutôt rester classique, je veux dire? C'est ce que je disais, je pense que la technique laser, moi personnellement, je la propose à tout le monde parce que j'ai des patients jeunes et qu'ils viennent en consultation pour avoir une technique mini-invasive. Après, je suis honnête avec eux, la littérature, elle est encourageante, mais elle est encore à préciser. Et je pense qu'il y a des patients qui sont quand même peut-être à sélectionner, avec des maladies pilonidales à sélectionner. Il est, à mon sens, même si ça ne ressort pas dans l'étude qu'on a menée à Saint-Joseph, mais qu'il y a certains cellus pilonidaux qui ont peut-être plus de risques d'avoir un échec de cette technique. Là encore, si le patient l'a compris et l'accepte, pourquoi pas proposer ça en première intention, quitte à refaire une deuxième technique, parce que quand on refait 2 fois la technique, le taux de succès augmente aussi. Donc je pense qu'il faut poursuivre les études dans ce sens, et puis ensuite on aura davantage de réponses à apporter. Une question pour Charlotte. En fait, on a des résultats de littérature qui montrent que la sinusotomie, le Doroofing que vous faites à Bagatelle, donne plus d'échecs que la technique d'XRS classique à ciel ouvert. Mais en fait, le délai de cicatrisation est le même et les patients ont au final la même durée de soins post-opératoires. Donc en fait, moi je me pose la question, quel intérêt quand on propose aux patients techniques radicales, on n'en parle plus et quand même vous exposez les patients à un taux de récidive plus important. Est-ce que vous avez des résultats de votre série? Non, on n'a jamais, déjà on n'a pas de série on n'a pas de série. Moi j'ai juste mes patients, mon expérience, alors ça vaut rien comparé à la littérature, mais très honnêtement, je ne veux pas dire que j'ai pas de récidive, mais ça m'est peut-être arrivé 2 fois en 15 ans de réopérer un kyste pilonidal. Donc ils sont peut-être partis ailleurs, hein. Les gens de Tivoli, peut-être vous voyez tous mes pilots qui ont récidivé, je ne sais pas. Mais non. Je voulais vous remercier toutes les deux parce que vous avez vraiment définitivement brisé le dogme d'aller jusqu'à l'aponévrose. Ça c'est très important parce que j'ai jamais vu une aponévrose qui bourgeonne. Et par contre, il y a plein de récepteurs de la douleur nociceptive sur l'aponévrose. Donc il ne faut jamais exposer l'aponévrose ou la recouvrir d'une façon ou d'une autre, ou bien de cureter et de faire un pit-pitting comme vous faites. Et donc je pense que ce dogme d'aller jusqu'à l'aponévrose, il est encore très répandu et que grâce à vous, il devrait disparaître. Merci. Et grâce à toi maintenant, parce que tu appuies et ta sagesse. Oui, Benoît Gignoux de Lyon. Nous, on fait effectivement beaucoup de laser et comme toi, les gens viennent nous voir pour ça et donc c'est exceptionnel qu'on fasse une technique radicale depuis maintenant 3 ans. Ce qu'on a observé dans les facteurs de récidive, c'est 2 choses. Alors j'ai raté le tout début de la présentation. C'est les gens qui fument. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné. Attends, on n'entend rien. Il y a un truc bizarre. Ça fait de l'écho. Comme Vas-y. ça, c'est mieux? Non? Ouais, peut-être. Ça va? J'essaye. Alors, donc Benoît Gignoux de Lyon. On fait beaucoup de laser aussi, exclusivement ça depuis 3 ans. Et on a observé dans les facteurs de récidive, d'ailleurs nous on leur explique qu'il y aura potentiellement un 2e traitement, donc du coup c'est effectivement bien vécu dès le début en disant voilà, dans un certain nombre de cas, 15-20% de notre expérience, il faudra faire un 2e traitement, donc à ce moment-là ça leur pose pas de problème. Et on a observé 2 choses, les patients qui fument,
Et donc on est extrêmement vigilant sur ça et on leur dit si vous continuez de fumer, on vous opère pas et on peut même contrôler le tabac comme on fait chez les obèses avec un tabac si on a un doute sur le fait qu'ils ont arrêté ou pas de fumer, mais sinon on les opère pas parce que c'est un facteur d'échec important. Et puis les formes avec les bourgeons latéraux qu'il faut traiter différemment, il faut modifier la technique. Initialement, on les avait drainés d'abord pour vraiment avoir un sinus moins inflammatoire et plus petit. Et puis aujourd'hui, on a tendance à faire des incisions entre l'orifice du sillon médian et puis l'orifice latéral. Est-ce que vous avez aussi les mêmes observations ? Alors, en ce qui concerne le tabac, moi, je ne suis pas convaincue qu'une chirurgie classique à ciel ouvert, ça soit mieux en termes de cicatrisation. Mais peut-être que je me trompe. En ce qui concerne les caractéristiques du sinus pilonidal, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a certains sinus pilonidales qui seraient peut-être plus adaptés à une technique dite classique. Mais encore une fois, voilà, si le patient il accepte le risque de récidive, moi, je prends la décision avec lui, je lui propose les deux techniques. Et après, on discute et on prend la décision ensemble et ça se passe bien, qu'il récidive ou pas. Après, je ne sais pas du tout dans la littérature si c'est distingué, mais moi, mon sentiment, c'est quand même que quelqu'un qui vient avec un petit kyste, qui a fait 2 abcès, mais qui a juste une petite fossette, une petite formation kystique, en gros, une maladie assez peu invalidante, ben, ça va être ce patient-là qui va avoir une réussite après laser, et que dès qu'il y a des trajets extrêmement constitués avec des bourgeons, ça va être un échec. Donc finalement, j'ai l'impression que le laser marche sur les maladies qui n'auraient presque pas besoin d'être opérées. Mais c'est très parti pris, mais... Émilie, Moi, j'ai... ça c'est... C'est mon sentiment. Ça règle le problème. C'est ce que, Bon, bah, c'est- merci c'est pour ce que cette je session, dis. c'est magnifique, bravo. Ouais, toujours. Vas-y, Émilie, je t'en prie. Oui, donc en pratique, j'ai bien compris pour la prise en charge initiale. Quand on a une récidive après laser, qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce que vous conseillez de faire un déroofing, une exérèse complète, un lambeau ? On demande aux patients. Moi, je refais un laser. Et en général, ça marche. Hein. Moi, je lui dis, je peux refaire un laser, mais je ne peux pas vous garantir que ça va mieux marcher que ce coup-ci, même si la littérature monte un peu en termes de... sinon, je vous fais une petite chirurgie à ciel ouvert, mais vous verrez, ça va très bien se passer et je lui vends tellement bien qu'en général, je fais rarement de laser. Je voulais poser une dernière question, puisque l'indication du laser, c'est quand même sur des sinus pilonidaux un peu plus faciles à contrôler, enfin qui sont moins diffluents sur toutes les fesses. Est-ce que ce ne serait pas une indication à les faire vraiment sous anesthésie locale ? Ou c'est pas possible ? Je sais pas. Ça me semble un peu... Le laser a été décrit sous anesthésie locale, oui. Ah bon ? La radiofréquence aussi, au départ. Après, c'est pas en France, c'était dans des études étrangères. Alors, dernière question pour le sinus laser. Est-ce que tu penses, Mélanie, qu'il y a un problème du poil ? Puisqu'en fait, on n'enlève pas tout et on laisse des fossettes. Et en fait, est-ce que c'est une cause de récidive chez certains patients ? Est-ce que tu conseilles quelque chose après pour les patients pour éviter ? Donc ça, c'est un grand débat et une grande question post-opératoire. Quand même, hein, dans la technique du sinus laser, on essaie quand même de retirer au maximum, de nettoyer au maximum la cavité et de retirer un maximum les poils. Après, je pense que ça serait une étude extrêmement intéressante. La littérature, pour l'instant, ne donne pas de réponse claire. C'est pas remboursé dans cette indication. J'en parle beaucoup avec les patients et oui, je le conseille. Après, voilà, il y a un frein qui est le remboursement et je pense qu'il y a des études à faire sur ce sujet et que ça sera très intéressant de les mener. La question, je ne sais pas si tout le monde a entendu, c'est 250 quel est €. le prix du laser ? Et quelle est la réponse, pardon 250. La sonde. La sonde. C'est vrai qu'après, c'est à contrebalancer avec le prix des soins infirmiers quotidiens pendant 60 jours en moyenne. Et l'arrêt de travail. Mais en libéral, c'est le patient qui paye la sonde ou... Non, c'est inclus dans le GHS. Et là, c'est à voir avec votre direction parce que ça leur fait 250 en moins à encaisser. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une dernière question. On a le temps pour une question, une belle question. Oui, alors Mélanie, elle était dans son rôle en essayant de noyer son chien. On n'a pas entendu, excusez-nous. Pour Mélanie, qui défend la technique du laser. Alors, je trouve qu'elle exagère un peu sur les douleurs.
Aujourd'hui, la gestion de la douleur, elle est multimodale. Les gens qu'on opère, ils ont leur ordonnance lors de la consultation. Ils ont souvent un traitement par le prestataire de service. Ils ont un traitement sur 24 heures pendant 3 à 4 jours. Donc les malades qui hurlent, franchement, j'en vois pas. J'ai pas d'écho. Donc vous êtes dans votre rôle de casser un peu la technique. Je pense que si on ne va pas jusqu'à l'aponévrose, et surtout parce qu'on parle de kyste pilonidal ou pour certains kyste sacro-coccygiens, donc ils veulent aller jusqu'au coccyx et retirer l'aponévrose, donc je pense qu'il ne faut pas le faire, donc ça fait moins mal. La deuxième chose, ce qui me gêne moi dans le laser, tout d'abord ça ne rapporte pas, mon directeur ne voudra pas que je dépense 300 € pour le laser et que ça rapporte très peu, parce qu'aujourd'hui le GHS, je crois qu'il est de 300 € max, et c'est par assimilation, ce qui est interdit. Donc, sur le plan financier, mon directeur ne voudra pas. Et troisièmement, et enfin, ce qui me gêne, c'est qu'on traite les abcès, on obstrue le trajet, alors que la chirurgie classique, quand il y a un abcès, en général, il ne faudrait pas fermer. Donc ça me gêne un peu. Alors, les abcès, on les draine avant. Tous les patients qu'on prend en bloc opératoire, mais que ce soit pour la chirurgie classique ou pour le laser, l'incision a été réalisée au préalable en consultation. Pour ce qui est de la douleur post-opératoire de la chirurgie classique, c'était bien sûr un petit peu théâtral. Mais enfin, quand on va jusqu'à l'aponévrose, je suis désolée, ça fait mal. Donc si on change de technique, probablement que ça l'est moins. Et heureusement qu'on a des traitements adalgiques adaptés. Mais voilà, à mon sens, et c'est prouvé dans la littérature, la chirurgie mini-invasive a des douleurs post-opératoires moindres. Voilà. Après, le laser, c'est pas parfait. Les chirurgies classiques non plus. C'est pour ça qu'on est là et qu'on en débat aujourd'hui. Dernière question de Guillaume Meurette. Juste un tout petit commentaire. Je pense que on est tous d'accord pour dire qu'il faut essayer de faire le moins invasif possible et qui permette de gagner une bonne efficacité. Ça, c'est bien. Il faut aussi dire pour Mélanie qu'on peut faire du mini-invasif sans laser. Disons, parce que c'est vrai que le débat, c'est autour du prix du laser, mais le pit picking, la fistulectomie sans laser, ça fonctionne aussi. Il faudrait le comparer, mais ça veut dire qu'on peut limiter l'invasivité du geste sans laser aussi. Oui, bien sûr. Et donc c'est la conclusion de ce dissensus. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup.